les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On chante à les despotes, on chante à les despotes, sous celui de la liberté, des lois et de l'égalité. Chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. Si l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tyrans à calotte, ni tyrans à calotte, en brisant ce joug infernal, si le pauvre au riche est égal, c'est grâce aux sans-culottes, c'est grâce aux sans-culottes. Bonjour, la Déclaration universelle des droits de l'homme que Francine Kaufmann vient de nous lire ici à Jérusalem, ça a été une révolution dans le monde entier, ça a été aussi une révolution pour les Juifs. Et aujourd'hui, vous savez qu'Antenne 2 a décidé de consacrer cette journée à l'évocation du bicentenaire de la Révolution française, car toute cette année 89, à propos, je vous souhaite une bonne année, parce que nous Juifs, nous avons le privilège de souhaiter 2 fois par an la bonne année, donc toute cette année 89 sera placée sous le signe du bicentenaire de la Révolution française. Et aujourd'hui, eh bien, chacun des groupes du dimanche matin va parler de la Révolution française à partir du lieu le plus sacré de son histoire et de sa sensibilité. Alors évidemment, nous sommes allés à Jérusalem pour essayer d'ici, de la ville sainte, de comprendre ce que la Révolution française signifie aujourd'hui encore pour les Juifs d'Israël et pour les Juifs du monde entier à travers leurs témoignages. Pour cela, nous avons recueilli un certain nombre d'interviews ici à Jérusalem et puis également en Galilée. Pour commencer, nous allons demander à une historienne du judaïsme français de nous dire à quoi ressemblait la situation des Juifs à la veille de la Révolution française. Bien, il faut faire une distinction entre les différentes régions de France où habitaient les Juifs. Il y a ceux qui habitaient la région de Bordeaux, qui étaient d'anciens Marranes, et qui ont vécu d'une manière relativement intégrée à la population française. Il y a ceux qui vivaient dans le comté avenecin, qui était à ce moment la possession pontificale, et qui ont vécu d'une vie différente, et ceux qui ont vécu en Alsace et dans une partie de la Lorraine, et dont le statut était beaucoup plus infériorisé, et les mœurs dans l'ensemble assez distinctes de la population ambiante. Mais néanmoins, dans les 2 groupes ou 3 groupes, une certaine élite avait quand même adopté et la langue française et un certain costume français, comme on peut le voir d'après les portraits, par exemple, de Cerbère pour les Juifs d'Alsace, ou pour Jacob Roderick Pereire, pour les Juifs de Bordeaux venus habiter Paris. Jacob Roderick Pereire
a joué un rôle important comme premier éducateur en France des sourds-muets. Et il y a ici un portrait de lui où on le voit en train de rééduquer une petite fille après les vibrations de sa gorge. Et il est habillé comme l'étaient les gens de l'époque de Louis XVI. Je crois, René Neher-Bernheim, qu'on a tout de même tendance à imaginer les Juifs de France vivant un peu comme en cercle fermé, un peu comme les Juifs d'Europe de l'Est. Mais c'est tout à fait faux, n'est-ce pas? C'est faux et c'est vrai à la fois. C'est-à-dire que les Juifs, j'ai par exemple ici un livre de prières qui a été composé entièrement en français. C'est-à-dire que c'est une traduction? C'est une traduction entièrement en français, avec seulement les titres des prières en hébreu, par Mardoché Venture, qui était un juif comtadin, c'est-à-dire d'Avignon, et qui a écrit des traductions qui étaient tout à fait originales pour l'époque, prières journalières à l'usage des juifs portugais ou espagnols, en 4 volumes, qui ont été imprimés à Nice entre 1772 et 1778. Donc bien avant la Révolution, pour des Juifs qui apparemment ne comprenaient plus très bien l'hébreu, mais quand même les titres sont donnés en hébreu, c'est un assez curieux exemple. Mais néanmoins, donc, ça pourrait donner l'impression qu'il y avait une adaptation et une bonne intégration dans la société environnante. Mais néanmoins, les Juifs étaient considérés non pas comme des Français à part entière, ils constituaient des nations séparées. Il y avait la nation juive d'Alsace, la nation juive de Bordeaux, qu'on appelait la nation juive portugaise. Et ils vivaient néanmoins en marge de la société, et surtout en Alsace, où l'ensemble de la population juive était assez pauvre, où les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter dans les grandes villes, et où, par exemple, Strasbourg leur était interdit depuis des siècles. Ils vivaient surtout dans les villages, et là, ils ont eu à subir toutes sortes d'humiliations, dont l'une qui n'est pas tellement connue pour la France à la veille de la Révolution, c'est par exemple que par les lettres patentes, c'est-à-dire, si vous voulez, les décrets officiels du royaume, que Louis XVI a promulgué en 1784 pour les Juifs d'Alsace, eh bien, tout mariage juif devait nécessairement obtenir l'autorisation des autorités locales, car la crainte était que les Juifs ne deviennent trop nombreux. Ça nous rappelle Pharaon en Égypte. Un petit peu. Quand je parle de la Révolution française, je pense à mes ancêtres. À mes ancêtres, à la famille Bicard de Horbourg, la famille Meyer de Winsenheim, dans un rayon de 10 km autour de Colmar. Mes ancêtres ont vécu là pendant 300-400 ans. Et puis la Révolution française leur est tombée sur le crâne. Je me demande toujours comment est-ce qu'ils l'ont appris, quelles ont été leurs relations, leurs réactions immédiates, une espèce de curiosité, d'inquiétude aussi. Les paysans alsaciens étaient un peu excités. Il y avait un antisémitisme, en même temps un antisémitisme à l'alsacienne. Les Juifs étaient de chez nous, ils font partie du paysage. Et puis 2-3 générations, et puis voilà mes ancêtres qui se mettent sur la route, qui quittent l'Alsace et qui vont vers la France de l'intérieur. Tu veux dire après la guerre de 1870? Une partie déjà avant. L'essentiel, la majorité de la famille a quitté avec 70 parce qu'on ne peut pas ne pas être français, c'est impensable. Un siècle après la Révolution française, ces juifs-là sont français à 150%, quoi. Ils n'imaginent pas qu'on puisse ne pas être français. Et même dans les villages, là où ils étaient tolérés, il y avait un principe qui n'a pas toujours été appliqué, mais qui était en vigueur. Il y a ici un arrêt du Conseil souverain d'Alsace de 1740 qui défend aux Juifs de se loger en même maison avec les chrétiens. C'est-à-dire que même dans les villages, ils n'étaient pas libres d'habiter où ils voulaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de liberté d'habitation, il n'y avait pas non plus de liberté professionnelle. Un très grand nombre de métiers leur étaient interdits. Leur étaient autorisés des métiers déconsidérés, comme par exemple marchand de vieux vêtements, récupération des métaux, marchand de bestiaux et le prêt d'argent.
des métiers où on n'avait pas droit d'avoir des boutiques, des magasins qui représentaient avoir pignon sur rue, une certaine dignité sociale. Tous ces métiers-là leur étaient interdits, en tout cas en Alsace et en partie en Lorraine. Dans la région de Bordeaux, c'était déjà nettement mieux, mais ce n'était quand même pas une égalité professionnelle totale. Il faut dire que c'est surtout pour les Juifs d'Alsace que la Révolution française a vraiment été libératrice, parce que les bourgeois de Bordeaux avaient reçu des lettres patentes des divers rois de France depuis Henri II. Ils étaient bien, ils étaient acceptés. Les 500 Juifs à Paris, bon, ils s'étaient effectivement infiltrés et puis ils étaient tolérés finalement, de manière assez bizarre, parce que je me souviens avoir lu un texte où ils devaient s'inscrire dans le même livre que à la préfecture de police, dans le même registre que les prostituées et les acteurs, les comédiens, etc. Donc il y avait quand même de la discrimination. Mais les Juifs d'Alsace et de Lorraine, qui formaient de l'immense majorité, parce qu'il y a à peu près 30 000 Juifs en France à l'époque, d'après 25 000. 25 000. Bon, là-dessus, il y en a plus de 20 000 qui sont entre la Lorraine et l'Alsace. Oui. C'est pour eux que ça a été une libération. Dans un sens, oui, dans un sens, non. Parce que finalement, ces bourgeois de Bordeaux, n'est-ce pas, le fait qu'ils ne sont pas des citoyens actifs, ça leur manque beaucoup. C'est la seule chose qui leur manque. Donc à peine entendent-ils qu'à Paris, il y a l'émancipation, que le même soir, à l'opéra de Bordeaux, ils apparaissent avec la cocarde, il y a un scandale, la population ne sait pas encore qu'ils ont le droit de porter la cocarde. C'est très important pour eux. Pour le petit paysan juif d'Alsace, tu as raison, à longue échéance. Mais dans l'immédiat, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Ils ont continué leur petite vie. Pour eux, c'est pour eux qu'il faut comprendre que l'émancipation, ça n'est pas l'égalité des droits. L'émancipation, c'est le fait que les Juifs reçoivent les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est-à-dire qu'ils doivent renoncer à leurs privilèges. N'oublions pas que dans le texte d'émancipation, il est spécifié que les Juifs doivent renoncer à leurs privilèges. Et ils ont un privilège, le privilège de vivre en communauté. Et ça, pour eux, y renoncer, c'est un problème. Bien avant la Révolution française, des hommes éclairés, tels Mirabeau et surtout l'abbé Grégoire, protestèrent violemment contre l'exclusion des Juifs. En 1788, l'abbé Grégoire reçut de l'Académie de Metz un prix pour cet essai qui contient des pages remarquables. Il serait injuste d'imaginer que toute la nation hébraïque n'est qu'une tourbe de gens sans cœur et sans mœurs. On trouve une foule d'exceptions éclatantes parmi les Juifs portugais, d'Italie, de France et surtout de Hollande, dont aucun depuis 2 siècles n'a été condamné à mort. Ou parmi les Juifs allemands, d'Amsterdam, de Berlin et même de Lorraine. Rien de plus rare chez eux que l'adultère. L'union conjugale y est vraiment édifiante. Ils sont bons époux et bons pères. Je me fais un devoir de mentionner encore d'autres vertus presque universelles chez eux. Une tendresse effective pour leurs frères indigents, un respect profond pour les auteurs de leur jour. Ils seraient désolés de mourir sans recevoir la bénédiction de leur père, sans la donner à leurs enfants. Pendant 11 mois, le fils récite tous les jours la prière Kaddish pour le repos de l'âme du défunt et célèbre par un jeûne l'anniversaire de son trépas. Il leur est enjoint de respecter leur instituteur à l'égal de leur père, et même bien plus, car celui-ci, disent-ils, ne donne que l'être, et l'autre donne le bien-être. À la honte de notre siècle, le nom juif est encore en opprobre, et souvent encore les disciples du maître le plus charitable insultent à des malheureux dont le crime est d'être juif, et qu'on rencontre sur nos routes couverts des lambeaux de la misère. Au lieu de combler l'intervalle qui sépare les Juifs de nous, on ne sait plus à l'agrandir. Loin de leur fournir des motifs pour s'éclairer, on leur a fermé toutes les avenues du temple de la vertu et de l'honneur. Que pouvait devenir le Juif, accablé par le despotisme, proscrit par les lois, abreuvé d'ignominie, tourmenté par la haine? Il ne pouvait sortir de sa chaumière sans rencontrer des ennemis, sans essuyer des insultes. À sa place, peut-être, eussions-nous été pires. Les torts des Juifs, leur malheur, accusent notre conduite à leur égard. Nation, avouez en gémissant que c'est là votre ouvrage. Les Juifs ont produit les effets. Vous avez posé les causes. Quels sont les plus coupables? Je connais un texte, à mon avis, des plus émouvants. Le texte qui abolit en Avignon et dans le comte avenessin
après l'intégration à la France, qui supprime le port du chapeau jaune et des insignes humiliants pour les Juifs. Et il y a dans ce texte une phrase qui quand je l'ai lu, je me rappelle, m'avait beaucoup ému. Il est dit qu'il est interdit dès maintenant d'obliger les Juifs à porter des signes distinctifs qui sont humiliants pour le genre humain. Pas humiliants pour les Juifs, mais humiliants pour le genre humain. Et je pense que ça a été la grandeur de la Révolution française, de comprendre que la situation de paria des Juifs était une honte pour la société chrétienne. Nous avons les textes des débats de la Constituante pendant 2 ans et demi sur le sujet des Juifs, et cela manifeste des oppositions terribles. Quels ont été les arguments en faveur et contre? Eh bien, les arguments en faveur, c'était que les Juifs étaient des hommes comme les autres, et que tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, comme le dit l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui reprenait l'enseignement un petit peu des philosophes et de l'esprit ouvert d'une partie de l'élite intellectuelle et de la population en général. Et l'opposition venait du fait que les Juifs, premièrement, étaient décriés, qu'on les avait contraints à des métiers subalternes, pas seulement subalternes, mais méprisés, et que par conséquent, ayant des métiers méprisés, ils étaient devenus méprisables. En plus, il y a eu tout un enseignement de l'Église, ce que Jules Isaac a appelé l'enseignement du mépris. Et c'est cette opposition, surtout venant de la noblesse et de la plus grande partie du clergé, qui a tout freiné. René Néa-Bernal, je crois qu'il est intéressant de se demander à présent si ces Juifs méprisés, ces Juifs qui savaient que pendant 2 ans et demi, la Constituante n'arrivait pas à se mettre d'accord s'il fallait, oui ou non, leur accorder l'égalité, ces Juifs ont-ils participé à la Révolution en tant que révolutionnaires? Ils y ont participé avec un énorme enthousiasme. Et bien avant que l'émancipation ne soit votée, pendant tout le temps que ces débats ont eu lieu, les Juifs se sont engagés dans les gardes nationaux, notamment à Paris. On a des indications assez précises. Il y avait, au moment de la Révolution, environ 500 Juifs à Paris. Et il y en a plus de 100 qui se sont engagés dans la garde nationale, c'est-à-dire une proportion d'un 5e de la population qui s'engage dans la garde nationale, qui est de beaucoup supérieure à la moyenne de la population d'ensemble. On a un exemple un peu plus tardif, lorsqu'il y a eu des demandes d'engagement pour les armées en 1793, c'est-à-dire là après l'émancipation, bien on a des chiffres pour la ville de Strasbourg. À Strasbourg se sont présentés 24 volontaires pour s'engager dans les armées de la Révolution. Sur ces 24 volontaires, il y avait 8 juifs, alors qu'à Strasbourg n'habitaient pratiquement pas de juifs, et que même dans l'ensemble de la population, les juifs représentaient à peu près 1% ou 2%, même pas. Alors ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a eu quelques juifs guillotinés sous la Révolution, mais d'une manière générale, les juifs de Paris ou de Bordeaux, de Bayonne ou d'autres villes qui se sont engagés ont toujours été du côté de la République et pas du côté des Blancs. Certainement, c'est un argument toujours de la réaction anti-révolutionnaire d'utiliser la haine des Juifs en disant oui, les Juifs ils sont tous du côté de la Révolution. Évidemment, ils étaient du côté de la Révolution. Ils étaient du côté de la Révolution, bien que les choses n'ont pas été simples. Je voudrais donner un exemple. En Israël, nous avons une minorité arabe qui est entre 15 et 20% de la population, qui sont citoyens israéliens. Il y a une infime minorité israélienne raciste qui a proposé, bon, si un arabe veut être citoyen israélien, le rester, on va leur demander de prêter serment à la Constitution, à l'État juif, en disant qu'ils acceptent le principe d'un État juif. Et il y a eu un tollé général en disant, où on demande à tous les Israéliens de le faire, mais le fait de demander qu'aux Arabes de prêter serment, c'est une position raciste. Or, c'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Dans le texte même d'émancipation, il est spécifié que les Juifs devront porter spécifiquement serment à la Constitution et que ce serment exprimera le fait qu'ils renoncent à tous les privilèges qu'ils ont pu avoir en tant que minorité juive. Et certains des pro-juifs, comme l'abbé Grégoire, l'ont bien senti en disant qu'il n'y a pas de raison, puisque les Juifs remplissant les conditions pour être citoyens, ils devaient l'être d'office. Et on leur a pourtant demandé un serment spécifique
c'est-à-dire de renoncer à ce qui a été leur spécificité. Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit. L'Assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif sont fixées par la Constitution, et que tout homme qui, réunissant les dites conditions, prête le serment civique et s'engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure, révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets relativement aux individus juifs qui prêteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tous privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur. Les Juifs sont entrés, je crois, sans aucune arrière-pensée dans cet idéal révolutionnaire qui était en même temps pas seulement une entrée dans la société, mais une tendance vers un idéal. Et il me semble qu'un des points qui ont favorisé cette entrée et cet enthousiasme, ça a été les tables de la loi. Les tables de la loi ont été un des emblèmes importants dans la symbolique révolutionnaire, et je pense que ça a beaucoup favorisé l'enthousiasme des Juifs pour une révolution qui, parmi ses emblèmes, avait nos tables de la loi. Ces déclarations des droits de l'homme en forme de table de la loi ont été dans tous les locaux révolutionnaires, et quand le mariage civil a remplacé le mariage religieux, eh bien tout naturellement, ça figurait dans les salles où avaient lieu les mariages dans les mairies. Par conséquent, les Juifs ont pu, et c'est une des idées qui me paraissent importantes, ont pu s'identifier avec cet idéal révolutionnaire sans renier leur patrimoine proprement juif, puisque sur ce point, il y avait là une convergence. Prenez par exemple la médaille des membres ce qui était le Parlement d'alors, du Conseil des 500, eh bien, la médaille d'identification des membres du Conseil des 500, c'est des tables de la loi. Et par la suite, toutes sortes d'autres emblèmes, et alors, dans les synagogues qui vont se construire au XIXe siècle, les tables de la loi vont figurer à l'extérieur, et ce sera une espèce de rappel de communauté, de symbole entre les Français chrétiens et les Français juifs, que les tables de la loi nous sont communs à tous. Dénominateur commun des tables de la loi d'une part et de la Déclaration des droits de l'homme d'autre part, c'est que les deux peuvent faire l'objet de récupération. C'est-à-dire qu'ils peuvent être mis l'un et l'autre à la sauce que l'on veut. Par conséquent, il est facile de montrer ou de croire que la tradition juive est conforme à la Déclaration des droits de l'homme ou que la Déclaration des droits de l'homme est conforme à la tradition juive. Et de la même façon, certains ont voulu trouver dans le judaïsme des idées favorables à la royauté, d'autres ont voulu trouver le socialisme, etc. Et les Juifs, d'après la Révolution française, les Juifs du XIXe siècle, en particulier les Français israélites, comme on les appelait, s'efforçaient de croire, et en fait croyaient véritablement qu'il y avait identité, ou du moins osmose parfaite entre la tradition judaïque d'un côté et la Révolution française. On a le sentiment que vous ne partagez pas tout à fait ce sentiment. Bien, je pense qu'ils auraient dû, mais je comprends que c'était extrêmement difficile, séparer les deux choses. Il y a la tradition juive qui se tient en tant que telle, avec ses diverses interprétations, mais qui a sa vocation, son sens, sa logique. Et il y a d'un autre côté un événement historique d'une très grande importance qui est la Révolution française et qui est au fond la cristallisation des idées du XVIIIe siècle, des idées des Lumières. Les deux choses étaient extrêmement importantes pour les Juifs, auraient dû rester l'une et l'autre extrêmement importantes, mais ils auraient peut-être dû les voir dans un esprit plus dialectique que dans un esprit, disons, syncrétique. Est-ce qu'on peut dire que l'émancipation des Juifs a suscité en Europe de très grandes polémiques ou qu'elle a finalement paru plutôt naturelle à la plupart des esprits? Eh bien, tout d'abord, il faut bien dire que la Révolution, au moment où elle se fait,
ne touche pas la grande masse des Juifs. La grande masse des Juifs d'Europe orientale n'a rien à voir avec la Révolution. Les Juifs d'Europe orientale vivent dans des conditions tout à fait différentes de celles que l'on connaît en Europe occidentale. Mais en Europe occidentale, évidemment, les principes de 4-9 deviennent la grande affaire pour les Juifs. C'est par rapport aux principes de 4-9 que les Juifs de France ou les Juifs d'Allemagne doivent se situer. La question de savoir si les Juifs se considèrent comme des individus de religion mosaïque ou si les Juifs constituent un peuple ou une nation juive, comme on dit au temps de la Révolution, c'est la grande question. En d'autres termes, est-ce que les Juifs vont-ils continuer à exister en tant que collectivité autonome, comme ils vivaient avant la Révolution, ou bien la Révolution va-t-elle briser les cadres de l'existence des Juifs en tant que collectivité et leur donner le choix, en vertu de cette fameuse formule de Clermont-Tonnerre, aux Juifs en tant qu'individus, nous donnerons tout. Aux Juifs en tant que nation, en tant que collectivité, nous refusons tout. C'est un peu cela le dilemme pour les Juifs d'Europe occidentale. Mais il faut bien dire que les Juifs d'Europe occidentale ne constituent qu'une petite minorité des Juifs d'Europe en général. Les Juifs d'Europe occidentale étaient effectivement une petite minorité. Il y a environ 30 000 Juifs en France, mais il faut bien dire que comme toutes les minorités actives, cette minorité va jouer un rôle dynamique. Elle sera le ferment de l'émancipation des Juifs dans le monde entier. Cette minorité va fixer les critères de l'émancipation. Elle n'est pas seule, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que les Juifs des États-Unis sont émancipés de tout temps. Depuis toujours, la liberté religieuse est un des fondements de la naissance des États-Unis. Mais en Europe, les Juifs de France, tout d'abord parce qu'ils sont de France, parce que c'est la France, en fait, qui à ce moment-là, qui fait dans une grande mesure l'histoire européenne, à beaucoup d'égards l'histoire mondiale. C'est la France qui fixe les critères de la liberté, des rapports entre l'individu et la société. Bien, les Juifs de France, parce qu'ils sont de France, parce qu'ils participent de la Révolution, parce qu'ils ont été libérés par la Révolution, fixent un modèle du Juif moderne, du Juif émancipé, mais du Juif qui, parce qu'il a été émancipé, doit tout d'un coup répondre à des problèmes tout à fait nouveaux. C'est-à-dire, la Révolution termine, si vous voulez, une période, une phase de l'histoire des Juifs, elle en ouvre une autre qui n'en est pas moins problématique, car il faut affronter toute une série de problèmes nouveaux. Le problème de l'existence juive ne se posait pas au XVIIe siècle ou au XIIe siècle. Il ne se posait pas à la fin du XVIIIe siècle en Pologne ou en Russie. Il se pose désormais du fait que les Juifs doivent faire un choix. Et c'est vraiment leur choix. Depuis la Révolution française, le judaïsme ou la société juive a cessé d'être une communauté sacrée pour devenir une société civile. Ensuite, depuis la Révolution française, il est devenu courant que pour régler le problème juif, il faut passer par des moyens politiques. Ou en d'autres termes, le problème juif est devenu un problème politique et non plus un problème ethnique ou confessionnel. À partir de ces deux points, l'histoire juive en fait a évolué de manière toute neuve et toute différente. D'une part, les Juifs vont commencer à s'insérer dans la cité et d'autre part, ces mêmes Juifs vont veiller à l'émancipation de leurs coreligionnaires qui n'ont pas eu la chance de connaître la Révolution française. Mais comme ils ne pouvaient pas arriver partout pour des raisons politiques évidentes. Par exemple, la Russie leur était fermée, le monde anglo-saxon leur était également. Les Juifs de France se sont attelés à apporter ces bienfaits de l'émancipation au judaïsme méditerranéen, le judaïsme sfarade. Avec la Révolution française et le décret du 27 septembre 1791, les Juifs de France d'abord, puis progressivement ceux du monde entier, entrent donc dans une nouvelle phase de leur histoire, celle de l'harmonie et de la paix en principe. Mais l'homme propose et l'histoire dispose. 200 ans après, que reste-t-il de l'idéal révolutionnaire et où en sont les Juifs aujourd'hui? Dans 15 jours, nous vous proposerons depuis Jérusalem d'examiner ensemble le revers de cette médaille qui a pour nom liberté. Amis assez et trop longtemps
Sous le règne affreux des tyrans, on chante à les despotes, on chante à les despotes. Souci de la liberté, des lois et de l'égalité, chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. Si l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tyrans à calotte, ni tyrans à calotte,